Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, on a du rouge, on a du vert. Il n'y a pas tant de choses qui se passent dans le marché des cryptos. On attend toujours, dans le fond, le prochain catalyse qui va arriver et qui va faire repartir le marché tout en sachant que justement l'été, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, mais on sait évidemment que dans l'écosystème de Cardano et dans l'industrie des cryptos, eh bien, chaque jour, il y a des nouvelles, chaque jour, il y a de la drama et ainsi de suite. Donc, c'est de ça dont je vais parler relativement dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible pour que nous soyons tous connectés justement au monde des cryptos et qu'on ne puisse pas justement manquer les bonnes nouvelles et justement ce bull run dans lequel on est. Mais qui est en train de faire une petite pause là, pour qu'on puisse repartir de plus haut dans les prochaines semaines, prochains mois. 2024-2025 va être une grosse année et on le voit déjà jusqu'à maintenant. Alors, au niveau justement des différents graphiques, pas grand-chose à dire. Vous voyez, ils ne veulent même pas loader, mais il n'y a pas grand-chose. Quoique, la seule chose que je pourrais vous dire et que j'ai déjà dit justement dans des podcasts précédents, c'est qu'on voit parfaitement pourquoi le marché est en train justement de faire ce qu'il est en train de faire, parce qu'on voit qu'on est en train de former un cup and handle. Donc, le cup and handle, c'est exactement ce que Bitcoin a fait à chaque bull run et c'est ce que les altcoins font également. Donc, vous le voyez, c'était d'une certaine manière prévisible et je ne sais même pas pourquoi je ne vous en ai pas reparlé avant, parce qu'encore une fois, on voit très bien la forme, on voit très bien justement la correction et qui va faire un rebond sur la diagonale de support pour remonter de plus en plus haut et pour repartir vers de plus hauts sommets. Et comme je le disais, c'est exactement ce qu'on a eu justement lors du dernier bull run, un beau cup, une petite correction qui nous a permis de repartir de plus haut. Et encore une fois, si vous allez 2017, si vous allez 2013, vous allez revoir la même chose. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, quand ce genre de choses-là arrive, personnellement, je n'ai plus tant de munitions à mettre et j'ai déjà quand même assez investi pour ce bull run-là. Donc, je fais juste patienter. Vous le voyez, j'ai la grosse barbe, je continue à m'entraîner. Là, on va avoir un long week-end au Québec. Donc, je prends ça relax et je laisse le marché faire ce qu'il a à faire. Et encore une fois, comme je vous le disais, ben, ce bull run, il faut le voir comme une recette. Alors, les différentes pauses qu'on a, ce sont parfois des longues pauses. Mais il ne suffit que il ne suffit d'un rien pour que justement ça reparte. Le prochain ingrédient qu'on va mettre, on pensait que ça allait être le ETF d'Ethereum, mais finalement ça risque d'être remis probablement au mois d'août. Fait qu'en attendant justement, on laisse la recette reposer, on laisse justement les investisseurs nous montrer combien de Bitcoin ils ont et dans lequel ils ont investi justement avec le ETF de Bitcoin. La Banque de Montréal, il me semble, la Banque de Montréal, BMO, a investi justement dans l'ETF de Bitcoin. On a d'autres grosses institutions financières qui ont investi dans le Bitcoin et ça, c'est en train de, de montrer justement à ceux qui n'y croyaient pas, d'autres institutions comme des Desjardins de ce monde ou même BNB Paribas, il me semble, a investi également dans l'ETF de Bitcoin. Donc, toutes les autres institutions vont se réveiller pour se dire, ben, comment ça, eux l'ont fait, puis que nous, on ne l'a pas fait encore. On doit les mettre à petit 1-2%, et c'est ce que je dis à tout le monde. Mais encore une fois, c'est pas le temps de mettre le t-shirt I told you so. Il faut encore attendre que Bitcoin reparte et soit aux alentours de 90 000 ou de 100 000 pour commencer justement à mettre ce t-shirt-là. Mais ne vous inquiétez pas, je risque de le porter très souvent cet été. Donc, au niveau de Bitcoin, pas grand-chose. Au niveau de Cardano, j'ai un graphique plus parlant que ça, mais encore une fois, au niveau de Cardano, même si je commence justement à être ben, pas nécessairement impatient, parce que c'est vraiment pas ça. Je suis toujours très investi dans l'écosystème de Cardano,
C'est juste que par moment, je me pose certaines questions comme ce dont je vais vous parler justement un petit peu plus en détail dans la vidéo. Mais comme vous le voyez, encore une fois, patient au niveau de Cardano, on va avoir la même chose, même chose, même chose, le même cup and handle. Là, je vous le montre pas pour le dernier bull run, mais dans le fond, on va avoir la même chose. Dans le fond, on va avoir un cup, un petit retracement et après ça, repartir pour aller chercher justement les différentes prédictions que j'ai mentionnées. Et donc, je vous donne un peu plus de détails à la fin de la vidéo. Mais au niveau d'un point de vue technique, là, comme vous le voyez, ben, Cardano est en train de ranger justement, est en train pas de faire du surplace, mais on voit qu'on est en train d'avoir une base dans le fond. Et la base, le diagramme que je voulais vous montrer, comme vous le voyez, c'est exactement les mêmes courbes que j'ai faites, sauf que dans cet article, on ne met pas justement la descente. Fait ils n'ont pas fait le range de descente qu'on a justement brisé dans le fond. Donc, on est dans ce range descendant qu'on est en train justement pas de briser, mais actuellement, justement, on est dans cette partie, cette période accumulation qui est très importante justement pour démontrer que on a une stabilisation, on a une base sur laquelle on va pouvoir remonter de plus haut, justement, d'ici les prochaines semaines ou peu importe. Mais dans le fond, on a cette base qui est en train de se faire pour faire un reversal et repartir de plus haut. Donc, c'est ce qu'ils n'ont pas mis justement dans ce diagramme-là, mais on voit qu'on est en train justement de descendre et potentiellement qu'on est en train justement de trouver une base et qu'on est en train de ranger dans cette période d'accumulation. Alors, c'est la période d'accumulation de Wyckoff. Il faudra que je fasse une analyse dans une prochaine vidéo, mais c'est là où on est en train d'être pour le prix des dents. Et malheureusement, dans l'écosystème de Cardano, eh bien, on continue d'avoir pas mal de FUD parce que justement, vous le voyez, il y a 3 jours, on a eu un incident, on a eu une liquidation par rapport à Butan. Butan, c'est un coin dans l'écosystème de Cardano. Et qu'est-ce qu'il y a eu? En fait, il y a LendFi, qui est une plateforme de DeFi où vous pouvez justement faire du lending, borrowing, avoir des intérêts sur les ADA que vous mettez ou les cryptos que vous mettez en collatéral. Et il y a eu un problème justement avec le prix de l'asset butane, BTN, parce que si on va dans le summary, là, vous le voyez, il y avait une paire EDA Butane qui était justement sur Spectrum Finance, qui est une autre plateforme de trading. Je ne sais pas si c'est un DEX ou si c'est centralisé, je ne me rappelle plus. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le fond, le Butane qui était justement sur cet exchange a été déplacé vers SundaeSwap. Alors, le fait que ça a été déplacé et que justement l'ENFI regardait observer le prix, dans le fond, sur cette plateforme-là, eh bien, à un moment, il y avait la paire qui était là, puis à un autre moment, la paire n'existait plus, et donc le prix a baissé. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu des liquidations, dans le fond, au niveau de la plateforme LendFi, et des gens, justement, ont perdu leur collatéral, alors que le prix n'avait pas changé. On l'a juste changé on a juste déplacé les cryptos, les coins d'une plateforme à l'autre et ça a créé une cascade de liquidation. Donc, beaucoup de gens, justement, ont perdu leur collatéral et ont perdu également, justement, leur prêt. Alors, c'est une situation qui est très désastreuse. Pourquoi? Parce que dans le fond, ils n'ont pas, ça montre une certaine faille, pas une certaine faille nécessairement, mais une immaturité au niveau du DeFi dans l'écosystème de Cardano. Parce que pour avoir du DeFi ou alors beaucoup de protocoles de DeFi et ainsi de suite, eh bien, il faut avoir justement des oracles. Des oracles qui fonctionnent bien et qui permettent d'avoir justement de donner de l'information aux différentes plateformes, aux différents DEX et plateformes de lending et ainsi de suite. Et malheureusement, ben, ces plateformes-là, justement, cette plateforme-là n'a pas utilisé justement une oracle pour pouvoir recevoir le prix en permanence. Et on sait que ben,
on sait que utiliser une Oracle, eh bien, ça coûte de l'argent. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Oracle dans le fond, eh bien, c'est une application ou c'est un service informatique qui permet de fournir de l'information. Ça, on peut appeler, c'est exactement comme Chainlink. Avec Chainlink, vous pouvez justement demander, ben, donne-moi le prix d'un actif, que ce soit l'or, que ce soit Bitcoin, que ce soit Apple, peu importe quoi. Vous posez la question à Chainlink, donne-moi le prix, et Chainlink va vous donner le prix. Elle peut vous donner la température, elle peut vous donner le résultat d'un match de soccer, elle peut vous donner n'importe quelle information. Et l'idée en arrière, évidemment, c'est que ce soit une information qui soit décentralisée. Que ce soit un service qui soit décentralisé. On veut pas faire demander à Chainlink, donne-moi le prix des DOR et que Chainlink aille juste sur CoinMarketCap pour aller chercher le prix et ramener le prix justement au DEX, par exemple. On veut que Chainlink aille chercher cette information-là dans plusieurs sources d'informations sur Binance, sur CoinGecko, sur CoinMarketCap et à plein d'autres endroits. Elle ramène l'information, elle valide cette information-là et puis elle donne une réponse. Et dans le fond, Chainlink n'est pas encore très disponible ou n'est pas disponible, il me semble, dans l'écosystème de Cardano. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités ou pas beaucoup d'autres choix sur la blockchain Cardano pour utiliser justement des oracles. Et c'est ce que a fait malheureusement, ce n'est pas ce qu'a fait malheureusement l'ENFI. Ils allaient chercher directement leur information sur un site et évidemment, quand l'information n'a pas été bonne ou n'a pas été accurate, eh bien à ce moment-là, bah, ça a créé une cascade de liquidation sur leur plateforme et beaucoup d'utilisateurs ont perdu beaucoup d'argent. C'est pas mal le même incident qu'il y a eu également avec Liquid Finance. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines maintenant, où encore une fois, eux, ils utilisaient justement l'oracle Charlie Free. Et il y a eu un problème justement avec le JED, avec le prix de JED qui est censé être 1 dollar ou presque 1 dollar et qui est descendu justement à 0,005 centimes. Et donc, ça, encore une fois, ça a créé une cascade de liquidation au niveau de JED. Et notamment, le CEO de JED était extrêmement furieux après Charlie Free, disant que Charlie Free, c'est pas une vraie oracle et ainsi de suite. Ça a créé un peu de feu dans l'écosystème de Cardano. Mais ce qu'on peut voir, évidemment, c'est que Charlie Free, quelques jours après, 1 ou 2 jours après, justement, a sorti un rapport d'incident et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont évidemment appris de leur service parce que, évidemment, quand tu fais appel à une oracle, eh bien, tu veux que l'oracle te renvoie la bonne information. Et ce qui est arrivé au niveau de Charlie Free, c'est qu'ils étaient dépendants justement d'une autre infrastructure, une infrastructure quand même assez bien connue, dont Block Frost, c'est ça. Ils étaient dépendants de Block Frost qui a eu une problématique de leur côté, qui n'a pas renvoyé la bonne information et Charlie Free ben, n'a pas renvoyer également la bonne information. Donc, on voit que justement, dans une idée de décentralisation, eh bien, les choses ne sont pas si décentralisées que ça. Malgré tout, eh bien, Charles et Fruit, comme ils l'ont dit, je pense qu'ils donnent ils ont un beau niveau de, d'information ou d'accuracy parce que justement, leurs informations sont bonnes à 99,99%. Il reste qu'il y a toujours un 0,01% de chance que quelque chose arrive et ce 0,01% de chance est arrivé parce ils faisaient affaire avec un service qui était centralisé. Donc, même de leur côté, qu'est-ce qui a dû être fait? Eh bien, ils ont dû mettre beaucoup d'actions en place pour ne plus justement éviter d'être dépendants de Blockfrost et développer justement encore mieux leur service d'Oracle. Cependant, alors pour l'ENFI et pour Liquid Finance, eh bien, ça a créé justement une certaine tension entre les deux. Et maintenant, ce qu'ils ne veulent plus, c'est utiliser ces services-là, justement les services de Charlie Free pour leur DApp, leur DEX et leur plateforme de DeFi. Pourquoi? Parce que notamment Charlie Free, ben, c'est un service qui est open source, qui est closed source. Donc, leur code n'est pas disponible et on ne peut pas savoir exactement comment ils ont développé leurs affaires.
C'est une bonne chose et une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que justement, si c'était open source et qu'on avait pu analyser le code, on aurait pu, ben, les différents projets qui veulent utiliser justement Charlie Free ou WinOracle auraient pu voir cette dépendance à Blockfrost et se dire, ben, écoute, moi, je ne veux pas utiliser ton service parce que je vois que dans ton code, il y a une dépendance qui est très, très forte à Blockfrost. Et qu'est-ce qui arrive si jamais Blockfrost plante ou quelque chose comme ça, ben à ce moment-là, ton oracle, elle marche plus, là. Tu vas me donner la mauvaise information. Donc, ça, c'est l'avantage du open source. Maintenant, le désavantage, c'est que beaucoup de concurrents peuvent s'inspirer justement du code open source pour aller chercher, pour créer de la concurrence. Et ça, ben, pour Charlie Free, ben, c'est pas très intéressant parce qu'ils ne sont pas assez gros. Si on regarde au niveau de Chainlink, on voit que Chainlink, tout est open source. La majorité des choses est open source, mais évidemment, pour Chainlink, la situation est différente parce qu'ils sont 16e au niveau de CoinMarketCap. Ils ont des partenariats avec Swift, avec plein d'institutions bancaires. Ils vont avoir des partenariats également pour faire du RWA, donc donner de l'information sur des vrais actifs qui sont dans la vraie vie et qui ont un lien avec la blockchain. Donc, ils sont déjà très avancés et ils peuvent se permettre de mettre leur code de manière open source, de manière ouverte à tout le monde. Mais pour une compagnie ou une blockchain comme Charlie Free, eh bien, la situation, évidemment, est très différente. Et donc, c'est pour ça qu'ils essayent justement de garder leur code fermé, de faire en sorte que les différentes applications DeFi utilisent leurs services, payent pour leurs services, justement pour pouvoir grossir, se faire un nom et éventuellement mettre les choses open source. Parce que je suis certain que sur le long terme, ils veulent que leur code soit open source pour qu'on puisse justement valider l'information et tout ça. Mais sur le court terme, eh bien, des applications comme Liquid Finance et LendFi devrait payer une oracle pour avoir de l'information la plus précise possible. Encore une fois, le problème, c'est que dans l'écosystème de Cardano, le DeFi, c'est pas très développé. Donc, on fait pas, ces plateformes ne font pas actuellement beaucoup d'argent pour pouvoir se permettre de payer une oracle. Parce qu'une oracle, c'est quand même quelques centimes par transaction. Et quand la plateforme ne fait pas beaucoup de transactions et qu'il faut dépenser quelques centimes, eh bien, quand on accumule le nombre de centimes, finalement, ça arrive à 1 dollar, ça arrive à 3 dollars, ça arrive à une centaine de dollars et ça peut arriver à des millions, peut-être pas des millions, mais un bon montant d'argent par jour. Et donc, ces différentes plateformes-là, ben, n'ont pas l'information ou ne veulent pas investir. Mais évidemment, c'est un investissement, c'est une dépense qui vaut la peine pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Alors, voilà un peu. Et puis, ben, dans la deuxième option qu'on a, à part Charlie Free, eh bien, c'est Orcfax. Mais Orcfax, malheureusement, ils viennent de commencer, ils viennent de sortir. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus petit que Charlie Free, qui est énormément plus petit, encore une fois, que Chainlink. La bonne nouvelle, c'est que Charles Hoskinson et la fondation ont entendu justement ces problèmes-là. Ils sont conscients du niveau, dans le fond, d'expertise des différentes oracles dans l'écosystème de Cardano. Et je sais qu'ils travaillent justement pour soit intégrer, voyons, la compagnie, j'ai oublié le nom, pas Charlie Free, mais intégrer Chainlink justement dans l'écosystème de Cardano. Mais encore une fois, c'est si on doit attendre comme USDC, eh bien, on va attendre très, très longtemps. Je pense que le mieux, c'est que Charlie Free et Orfax continuent de développer justement leur plateforme et encouragent justement les autres plateformes de DeFi à les utiliser pour justement créer un écosystème beaucoup plus robuste au niveau de l'écosystème de Cardano. Donc, personnellement, je vous le dis, moi, le DeFi, je ne l'utilise pas. Je garde mes coins dans mon wallet. Je fais de la délégation au stake pool francophone, mais je n'utilise pas les plateformes de DeFi. Je ne le faisais pas dans les autres écosystèmes et je ne le ferai pas au niveau de la blockchain Cardano. On est encore beaucoup trop immature et je sais que quelques-uns utilisent, prennent des chances. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis vraiment, si vous le faites, eh bien, c'est très, très beau pour vous. Faites attention. Personnellement, je vous conseille de ne pas le faire avec 100% de votre portefeuille,
mais vous êtes libre justement d'aller chercher des pourcentages d'intérêt et de pouvoir accumuler de plus en plus d'EDA ou d'autres tokens ou tout ça. Mais personnellement, je ne le fais pas parce que je ne suis pas encore assez. Non, pour moi, c'est un trop gros risque. Je me suis déjà fait avoir avec mes EDA, pas avec mes EDA, mais avec mon Bitcoin et Celsius. Évidemment, la conversation est un peu différente de ce côté-là, là, mais mes EDA, dans le fond, sont dans mes wallets. Je les stake. J'ai mes 2, 3, 4% par année et je suis bien content avec ça. Donc, voilà pour la partie FUD pour Cardano. Une autre situation très décevante quand même, la Ape Society, qui est une des plus grosses, c'était une des plus grosses communautés NFT dans l'écosystème de Cardano et ils ont décidé de quitter. Alors, c'est vraiment triste parce que ils avaient notamment envoyé une belle peinture d'un NFT à Charles Hoskinson, qui, je pense, s'en est départi. Et tu sais, ça, je m'en rappelle parce que l'été dernier, ça avait créé pas mal de FUD au niveau de l'écosystème de Cardano, disant que ben, Charles priorise justement de Ape Society, puis ils priorisent pas les autres écosystèmes ou les autres communautés de NFT. Tout ça, ça avait créé vraiment tout un mouvement, alors que le gars, il a juste reçu une peinture qui était vraiment cool. La peinture est vraiment, vraiment cool et il l'avait juste affiché dans son bureau et ça avait fait tout un gros drame là. Bref, toujours pas du fun, mais toujours de la drama dans tous les écosystèmes blockchain de manière générale. Mais dans le fond, tout ça pour revenir à The Hip Society, ils ont décidé de s'en aller vers Base. Alors Base, évidemment, c'est le layer 2 de Coinbase qui a le vent dans les poupes, là. Ça vaut la peine de le dire et qui, évidemment, c'est du Ethereum, mais ils n'ont pas de token. Évidemment, ils sont en train de développer un gros écosystème avec Coinbase, tous les utilisateurs qui vont avoir accès aux différents projets et tout ça. Donc, je comprends tout à fait d'une certaine manière de vouloir se déplacer justement vers Base. Mais je ne pensais pas que ça allait être vraiment un exode, de quitter carrément l'écosystème de Cardano pour aller vers ce nouvel écosystème-là. Et même au niveau de Charles Hoskinson, je pense que la pilule n'a pas vraiment passé. J'ai pas son tweet proche, à moins que je l'ai. Ouais, je l'ai ici, là. C'est quand même assez. Il a quand même été assez déçu. Donc finalement, c'est pas lui, c'est un autre tweet. Parce que, encore une fois, là, on voit que Ran Yuna, le gars que je connais depuis plusieurs années maintenant, dans son tweet, il va aller dire que, bon, ben, tu sais, il conseille d'acheter Ton, puis les gens achètent ADA et tout ça, juste pour, encore une fois, mettre quelque chose, encore une fois, montrer que ADA, ça vaut pas la peine d'investir dans ce token-là et tout ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui lui rappelle que c'était un gros bailleur de Luna et finalement, il a tout perdu dans Luna. Heureusement, il s'est refait avec Solana, mais on lui rappelle ça assez souvent, dans le fond, que on ne va pas nécessairement écouter tes conseils parce que tes conseils ne sont pas nécessairement toujours de bons conseils. Bref, tout ça pour dire que je suis quand même assez déçu de voir partir cette communauté de NFT. Mais c'est pas plus grave que ça parce qu'il y a encore de très bonnes choses qui arrivent au niveau de Cardano. Comme je vous le disais, il y a toujours du développement, toutes les LendFi et Liquid Finance, malgré les problèmes qu'ils ont eus, restent dans l'écosystème de Cardano. Donc, évidemment, c'est très encourageant. Et ce n'est pas, dans le fond, mon message que je voudrais vous passer, c'est que Cardano est toujours un bon projet avec des fondations solides. Et ce que je trouve intéressant, et ce que j'attends de voir dans le fond, c'est avec le prochain hard fork, la prochaine mise à jour qui va nous amener la gouvernance. Pourquoi? Parce que si je remonte rapidement les charts là, pour bien vous montrer, les deux derniers hard forks ou mises à jour qu'on a eu étaient Gauguin et puis Shelly. Alors, ces deux hard forks qu'on a eu, eh bien, il y a eu un pump avant le hard fork et puis il y a eu une baisse après le hard fork. Donc, suite à ces deux mises à jour-là, on avait un pump and dump et c'était évidemment
Quand on regarde à l'avance, on se dit, ben, c'était évidemment facile de le voir, mais sur le moment même, j'étais pas sûr que ça allait arriver. Je pensais que ça allait juste monter, puis que ça allait juste, on allait aller juste de plus haut et tout ça, mais ça, c'est l'expérience qui rentre. Là maintenant que justement on a ce hard fork ou cette mise à jour qui va arriver, et que c'est une mise à jour qui n'est pas aussi sexy que d'avoir justement le staking sur la blockchain Cardano, le proof of stake, ou Gauguin qui nous a amené les contrats intelligents. C'est quelque chose de très différent. C'est une mise à jour sur la gouvernance qui n'est vraiment pas quelque chose de sexy dans l'industrie de la blockchain. Donc, c'est pour ça que ma théorie serait que, suite justement à cette mise à jour-là, on risque d'avoir un pump et évidemment, on va avoir un dump, mais cette fois-ci, je pense que le pump qu'on va avoir avant va être beaucoup plus faible que les autres pumps qu'on a eu lorsqu'on a eu le proof of stake et qu'on a eu les contrats intelligents, où le pump était phénoménal. Là, on va avoir un pump beaucoup plus léger, une correction qui risque d'être assez sévère, mais après ça, on va avoir une montée parabolique. Et c'est ce que je pense. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette gouvernance-là va amener de la liquidité dans l'écosystème de Cardano, va amener beaucoup de financement de différents projets. Et donc, on va pouvoir financer énormément de choses. On va pouvoir financer du marketing, on va pouvoir financer des projets, on va pouvoir financer des activités et ainsi de suite. Donc, ça risque d'être quelque chose dont l'impact ne sera pas avant la mise à jour, mais surtout après la mise à jour. Et donc, si on a ça, justement, si on a cette situation-là, plus les partner chains qui devraient arriver vers la fin de l'année 2024, eh bien, ça va être un méchant boom, selon moi, pour l'année 2025 ou peu importe la deuxième partie du bull run. Et c'est ça que j'attends énormément avec beaucoup d'impatience parce que, comme je vous le dis, évidemment, ce bull run, c'est un bull run où il ne faut pas déconner. Parce que moi, évidemment, je vous l'ai déjà dit, je vais rester dans cet écosystème-là minimalement jusqu'en 2030. Rendu 2030, je ne sais pas exactement comment ça va se passer de manière générale dans l'écosystème de la blockchain ou l'industrie des crypto-monnaies. Mais d'ici là, eh bien, c'est sûr et certain que chaque boom qu'on va avoir et chaque high qu'on va avoir, eh bien, il va falloir justement prendre des profits pour pouvoir les réinvestir lors du bear market, éventuellement aux alentours de 2026. Et c'est pour ça que je ne veux pas nécessairement critiquer des gens comme Ran Neuner ou même mon grand pote Raoul Pal, parce que ces personnes-là ne sont pas nécessairement des personnes qui croient vraiment à la technologie de la blockchain. Fait que c'est sûr qu'ils y croient, c'est sûr qu'ils sont là pour la tech, mais ce sont des investisseurs avant tout. Et étant des investisseurs avant tout, ils vont juste investir dans les projets qui vont leur donner un meilleur retour sur investissement. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas les haïr pour ça. Il faut juste savoir que leur manière d'investir est différente de votre manière d'investir. Seulement, c'est peut-être notre manière d'investir qui doit changer également pour ressembler un petit peu à leur manière d'investir. Donc, au lieu d'être un hardcore Diamond Hand Cardano jusqu'à la mort, eh bien, ce bull run-là, je risque d'être un petit peu moins Cardano jusqu'à la mort et m'assurer de prendre une bonne partie de mes profits avant le bear market, avant que le bear market commence, pour pouvoir réinvestir une partie de ces profits-là une fois que le bear market va commencer. Et c'est pour ça que je me mets tranquillement dans cette mentalité de dire, bon, bah, OK, il y a beaucoup de FUD au niveau de la blockchain Cardano, il y a beaucoup de drama dans l'écosystème de Cardano, mais la majorité des gens que je connais dans cet écosystème-là continuent de croire en ce projet. Les fondamentaux sont toujours solides. Charles Hoskinson, la IOHK, la Fondation, Emergo et Intersec et toutes justement ces organisations continuent justement de croire en cet écosystème. Donc, il n'y a aucune raison de commencer à baisser les bras. Cependant, étant investisseur, en plus d'être membre de la communauté, ça va être important de prendre des profits au bon moment et de ne pas attendre qu'on soit arrivé au top avant de prendre des profits. Et ces profits-là, il va falloir que vous les preniez de manière intelligente. Pourquoi? Parce que si vous avez emprunté de l'argent pour investir dans les cryptos, ce que je ne conseille pas,
mais certaines personnes l'ont fait. Si vous avez fait ce genre de choses-là, prenez vos profits, remboursez justement vos prêts et continuez justement à surfer sur la vague. Si vous avez des réparations à faire dans votre maison, si vous voulez acheter une voiture, si vous voulez acheter un appartement, si vous voulez vous mettre à l'aise, prenez des profits, profitez-en. Parce que, pourquoi je vous dis ça dans le fond? Parce que il faut se rappeler que justement, un membre de la communauté qui a fait des profits et qui a pris ce profit est un membre de la communauté beaucoup plus heureux que quelqu'un qui n'a pas pris des profits, qui a vu son portefeuille faire un fois 10, fois 100, fois 1000, et après ça, qui a vu son portefeuille perdre 100% de sa valeur. Donc, ne soyez pas justement le membre de la communauté qui a vu son portefeuille faire passer de point 2 EDA à 3 EDA et revenir à point 20 EDA. Soyez le membre de la communauté qui a vu son portefeuille passer de 0,2 EDA, qui a vendu à 3 dollars, 4, 5, 12, peu importe, là, qui a vendu proche du top et qui a pris justement, et qui après ça a vu son portefeuille réduire de 100%, mais qui a encore beaucoup d'investissements pour pouvoir racheter lorsque ce sera plus bas. Et les gens qui vont vous inviter, qui vont vous influencer à faire ça, ce ne sont pas nécessairement des hardcore aidants de la communauté, tout ça. Ce sont des gens comme ce gars-là, Raoul Pal, ou alors Ranuner, qui sont prioritairement des investisseurs. Donc voilà, c'est mon message de la fin de ce podcast. Tout simplement pour dire que malgré la drama, malgré les problématiques qu'on a dans l'écosystème de Cardano, je sais que l'écosystème est encore un très très bon écosystème, que ça vaut la peine de rester investir. Les choses sont un petit peu statiques, plates un petit peu pour l'instant, mais continuez justement de rester à l'écoute, continuez de rester investi, continuez d'acheter justement lorsque le marché est en train de baisser même si ça ne risque plus de baisser pendant très très longtemps. Mais soyez prêts justement pour la phase banane. Banana zone, c'est justement un terme qu'utilise Raoul Pal, parce que dans cette phase-là, ce sera plus le temps de réfléchir et d'avoir une stratégie et tout ça. Je vous referai des vidéos là-dessus. D'ici là, passez un bon week-end. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Peace.